Ibrahim Traoré, dirigeant du Burkina Faso, se retrouve brutalement cloué au pilori par les médias occidentaux pour sa vie conjugale sulfureuse. Alors que l'opinion publique s'embrase et juge sans pitié, une journaliste audacieuse décide de plonger au cœur de la tempête pour découvrir la vérité. Et si ce scandale explosif n'était qu'une manipulation savamment orchestrée, Ibrahim Traoré, président moderne ou polygame archaïque. Le titre apparut brutalement sur l'écran de millions de téléspectateurs. BBC World News venait d'ouvrir son journal du soir, d'une manière aussi tranchante qu'une lame aiguisée, dans les rues de Paris, d'Abidjan, de Dakar. Les regards se figèrent devant les écrans. Les visages stupéfaits fixaient ces images Ibrahim Traoré, le jeune président charismatique de Burkina Faso, entouré de 4 femmes élégantes, souriantes, une image simple, mais si dérangeante aux yeux du monde occidental. Le reportage insistait lourdement. Est-ce cela le visage de l'Afrique progressiste, ou simplement le reflet d'un passé dépassé? Sur les réseaux sociaux, les réactions fusèrent immédiatement. Le hashtag Traoré Polygamie explosa en quelques heures, propulsé par des tweets indignés, des débats enflammés, des jugements hâtifs derrière les portes fermées du palais présidentiel à Burkina Faso. Ibrahim resta silencieux. Son regard, calme mais déterminé, fixait le reportage qui tentait déjà de définir sa vie. Il savait que le monde le jugerait vite, trop vite, mais pour lui, les jugements hâtifs n'avaient jamais eu d'importance. Seule comptait la vérité et l'intégrité de ses actes. Dans une autre pièce du palais, Aïcha, sa première épouse, regardait le même reportage. Son cœur se serra devant ces accusations masquées. Pourtant, son esprit restait clair. Elle connaissait Ibrahim, connaissait leur vérité, leur choix libre et assumé. Cette bataille, elle le savait, serait longue, mais elle serait livrée avec dignité. Ce soir-là, alors que l'orage médiatique ne faisait que commencer. Une chose était claire, Ibrahim Traoré n'était pas homme à fuir devant la tempête. Très vite, la tempête médiatique se propagea à travers le monde. Sur Twitter, le hashtag Traoré Polygamie s'imposa comme une traînée de poudre. Les internautes s'indignaient, débattaient, condamnaient à Bruxelles. L'Union européenne réagit immédiatement lors d'une conférence presse express. Son porte-parole déclara d'un ton tranchant: « Nous suivons de très près cette affaire préoccupante. Les pratiques personnelles du président Traoré nous interpellent fortement et pourraient remettre en cause certains de nos partenariats avec Burkina Faso. » Ces mots claquèrent comme une sentence définitive. De l'autre côté de l'Atlantique, à New York, une ONG prestigieuse lança un appel clair à l'action. Il est temps que la communauté internationale cesse de fermer les yeux sur des pratiques qui sapent les droits fondamentaux des femmes. Nous demandons aux gouvernements occidentaux de revoir leur programme d'aide envers Burkina Faso. Les éditorialistes internationaux s'emparèrent de l'affaire, chacun voulant afficher sa propre indignation. Ibrahim Traoré devint, du jour au lendemain, le symbole même d'une Afrique jugée archaïque par un Occident trop pressé. Pendant ce temps-là, à Burkina Faso, Ibrahim ne répondit pas aux provocations. Aucune déclaration officielle, aucun commentaire public. Un simple communiqué parut. Clair et bref, les choix privés du président et de sa famille respectent les lois et les traditions de notre pays. Le président Traoré invite simplement le monde à juger ses actes politiques et non ses choix personnels.
Dans le silence solennel de son bureau présidentiel, Ibrahim releva doucement la tête. Il connaissait ce genre de bataille. Ce n'était pas la première fois qu'il devait affronter les jugements rapides du monde extérieur. Il savait aussi une chose, la vérité, tôt ou tard, finirait par s'imposer d'elle-même, quelques jours après le début de la polémique. Alors que le monde continuait de s'agiter autour d'Ibrahim Traoré. À Londres, la rédaction de la BBC préparait déjà son prochain coup médiatique, à Londres, dans la rédaction survoltée de BBC World News. L'ambiance était électrique. Les écrans diffusaient en boucle les réactions internationales. L'affaire Ibrahim Traoré captivait le monde entier, assise devant son bureau. Fatou Diarra parcourait rapidement les dernières informations. Journaliste expérimentée, née au Mali et formée à Paris. Elle connaissait bien cette Afrique que l'Occident jugeait parfois trop vite. Pourtant, elle ne pouvait s'empêcher d'être sceptique. Son rédacteur en chef entra brusquement Fatou. « Nous avons besoin de toi sur place, à Burkina Faso, immédiatement. » Elle leva les yeux. Surprise, son supérieur poursuivit sans attendre sa réponse. Le monde veut savoir ce qui se cache derrière cette façade. Ibrahim Traoré prétend être un leader moderne. À toi de prouver ou de démonter cette image. Fatou acquiesça d'un signe de tête. Elle savait que ce reportage allait être décisif pour sa carrière. Mais, au fond d'elle-même, une sensation étrange persistait. Elle connaissait la facilité avec laquelle l'Europe condamnait les dirigeants africains. Cette histoire avait-elle vraiment été comprise, ou allait-elle simplement servir de prétexte à une nouvelle polémique internationale, quelques heures plus tard? Elle était déjà dans l'avion. Durant le vol, elle relisait les tweets virulents, les éditoriaux enflammés. Son esprit critique se réveillait peu à peu. Est-il que si la vérité était différente de ce que tout le monde imagine, se demanda-t-elle. Au moment où son avion atterrit à l'aéroport de Burkina Faso, Fatou prit une profonde inspiration. Elle se prépara mentalement, car elle savait parfaitement qu'à partir de cet instant, ce serait à elle seule de découvrir si Ibrahim Traoré était réellement un président à condamner, ou un homme que le monde avait jugé trop vite. Fatou ressentit une légère anxiété mêlée d'excitation en descendant de l'avion. C'était son premier retour en Afrique depuis longtemps. Elle se demandait secrètement si elle était là pour confirmer des préjugés occidentaux ou découvrir une vérité plus complexe, plus subtile, dès ses premiers pas à Burkina Faso. Fatou Diarra ressentit une étrange sensation de décalage, habituée au reportage sous tension. Elle imaginait trouver ici une capitale agitée par le scandale international. Pourtant, la réalité était tout autre. Les rues de Burkina Faso respiraient une sérénité inattendue, presque troublante. Fatou observait avec attention chaque visage, chaque geste, cherchant des signes d'inquiétude ou d'indignation. Mais autour d'elle, la vie semblait suivre son cours, comme si la tempête médiatique ne concernait pas ses habitants. Des vendeurs ambulants souriaient, les cafés étaient pleins, les enfants couraient dans les rues sans souci. Aucun rassemblement hostile, aucune affiche revendicatrice. Le silence paisible semblait lui-même une réponse implicite. Invité officiellement au palais présidentiel pour débuter ses entretiens, Fatou fut surprise d'être accueillie personnellement par Aïcha, l'épouse principale du président Ibrahim Traoré. Dès les premières minutes de leur rencontre, Fatou remarqua une femme élégante, à l'allure assurée, totalement à l'aise dans son rôle officiel. Chaque geste d'Aïcha dégageait une autorité tranquille, loin du cliché de la femme soumise qu'avaient dépeint les médias occidentaux.
au cours de cet échange discret. Fatou saisit clairement une vérité dérangeante pour son propre reportage. Ces femmes semblaient loin d'être des victimes. Bien au contraire, elles avaient choisi leur vie, en toute conscience, avec dignité. Aucun signe d'inconfort ou d'hésitation n'était perceptible chez Aïcha. Fatou nota mentalement cette réalité qui bousculait les idées préconçues sur lesquelles son enquête reposait initialement. Poursuivant son exploration, elle parcourut ensuite les quartiers populaires de Burkina Faso, à la recherche d'une voix discordante. Mais, partout où elle passait, le sentiment dominant était le respect envers le président Traoré. Les habitants parlaient librement, ouvertement, évoquant naturellement les réalisations du président. Les écoles construites, les centres de santé ouverts récemment, et le calme revenu après des années de tensions politiques, en interrogeant plusieurs commerçants et habitants anonymement. Fatou comprit rapidement une chose ici. Personne ne voyait dans la vie privée du président une contradiction avec son rôle politique. L'opinion publique locale semblait totalement détachée des polémiques internationales. Pour eux, Ibrahim Traoré représentait un changement positif, concret, une stabilité retrouvée. De retour à son hôtel, seul devant son ordinateur portable, Fatou prit un instant pour réfléchir profondément à tout ce qu'elle venait d'observer. Elle savait désormais qu'elle devait réévaluer complètement son angle journalistique. Son reportage risquait de prendre une direction radicalement différente de ce que la BBC attendait d'elle. Cette histoire n'était plus une simple polémique sur un président polygame. Elle était devenue une question bien plus profonde, une interrogation sur la liberté de choix, sur l'identité culturelle et sur les jugements précipités du monde extérieur. Fatou soupira lentement. La vérité, décidément, était toujours plus complexe que ce que les titres chocs pouvaient suggérer. Pour mieux comprendre le mystère Traoré, Fatou Diarra choisit de rencontrer individuellement chacune des épouses du président. La première, Aïcha, intriguait particulièrement la journaliste. Femme charismatique, diplômée d'une prestigieuse université française, Aïcha incarnait tout sauf le cliché attendu. Fatou retrouva la première dame dans son bureau, au cœur d'un centre éducatif destiné aux jeunes filles de Burkina Faso. Derrière elle, sur les murs, des photographies racontaient son parcours impressionnant, conférences internationales, actions pour l'éducation féminine, rencontres avec des dirigeants mondiaux. Chaque image reflétait une femme indépendante, déterminée, maîtresse de sa destinée, à travers leurs conversations. Fatou découvrit rapidement qu'Aïcha n'avait rien d'une femme soumise ou manipulée. Au contraire, elle semblait maîtriser parfaitement sa vie privée comme publique. Fatou sentit dans sa voix une force tranquille, une authenticité qui ne laissait place à aucune ambiguïté, loin d'être simplement l'épouse du président. Aïcha gérait ses propres projets, défendait ses propres valeurs. Son mariage avec Ibrahim Traoré relevait clairement d'un choix libre et assumé, non d'une contrainte sociale, en quittant le centre. Fatou fut frappé par une certitude inattendue. Cette femme n'était pas victime d'une situation imposée. Elle incarnait plutôt l'expression concrète d'une liberté rarement comprise à l'extérieur. Ce constat éveilla une intuition chez Fatou, et si la polémique internationale était basée sur une incompréhension profonde, une méconnaissance totale des réalités vécues par ces femmes de Burkina Faso, Fatou poursuivit son enquête en se rendant au domaine agricole de Mariam, deuxième épouse du président Ibrahim Traoré. Située en périphérie de Burkina Faso, la ferme était célèbre pour ses méthodes d'agriculture durable et son rôle social auprès des femmes rurales. À son arrivée, Fatou observa avec curiosité les nombreuses femmes travaillant dans les champs.
souriante et concentrée. Mariam, vêtue simplement, dirigeait elle-même les opérations. Elle accueillit la journaliste sans protocole, naturellement, comme elle aurait accueilli une amie venue lui rendre visite, durant leur entretien. Fatou comprit rapidement pourquoi Mariam était tant respectée par la communauté locale. Issue d'une famille modeste, elle avait construit de ses propres mains ce projet ambitieux, offrant emploi et dignité à des centaines de femmes de Burkina Faso. Sans jamais mentionner explicitement son statut d'épouse du président. Mariam exprimait implicitement une grande fierté envers Ibrahim Traoré. Non pas à travers des mots, mais à travers ses actions concrètes et engagées. Fatou perçut clairement que pour Mariam, ce mariage n'était ni un privilège ni une contrainte, mais simplement une évidence qui respectait totalement son individualité en repartant. Fatou fut frappé par une nouvelle certitude derrière les accusations simplistes diffusées par la presse internationale se trouvaient des femmes profondément libres, actrices actives de leur destin. Cette vérité inattendue commençait à bouleverser radicalement l'angle même de son reportage. Le lendemain matin, Fatou quitta Burkina Faso pour se rendre à la clinique rurale dirigée par Salimata, troisième épouse du président Traoré. Située dans une région isolée, la petite clinique représentait le seul espoir médical pour des milliers d'habitants des villages alentours. En arrivant, Fatou fut frappé par la simplicité des lieux pas de luxe, mais une propreté irréprochable. Salimata, concentrée sur son travail auprès d'enfants malades, incarnait une force tranquille, une détermination profonde. Elle ne semblait aucunement gênée ou préoccupée par la polémique mondiale entourant sa vie privée. Au fil de son observation, Fatou découvrit un événement passé qui l'impressionna profondément quelques mois auparavant. Une nuit d'orage violent avait isolé totalement un village voisin. Une femme enceinte, en détresse, risquait sa vie. Fut face à cette urgence. Le président Traoré lui-même était venu porter secours, traversant à pied la rivière en crue pour la ramener en sécurité jusqu'à la clinique. Cette histoire, racontée avec simplicité par les villageois, bouleversa profondément Fatou. Elle découvrait une réalité très différente de celle des reportages superficiels. Elle vit alors clairement que Salimata n'était pas simplement l'épouse d'un président controversé. C'était avant tout une femme courageuse, profondément engagée dans l'action concrète, humanitaire, loin des clichés médiatiques, en repartant. Fatou sentit monter en elle une admiration sincère. Désormais, son enquête prenait une dimension humaine inattendue, remettant définitivement en question tout ce qu'elle avait cru comprendre de cette affaire complexe. Fatou termina son enquête auprès des épouses du président Traoré en rencontrant Néné, la plus jeune des 4 femmes, artiste sculptrice de renommée internationale. Néné habitait une petite maison en périphérie de Burkina Faso, transformée en atelier de création. Dès les premières minutes, Fatou fut frappé par l'indépendance totale de Néné. Cette femme jeune et créative semblait totalement détachée des conventions sociales traditionnelles. Son atelier était rempli d'œuvres audacieuses, provocantes même, preuve d'une liberté artistique absolue. Durant leur rencontre, Fatou remarqua que Néné évoquait rarement son statut d'épouse présidentielle. Elle parlait plutôt de ses expositions en Europe, de son parcours artistique, de ses voyages. À aucun moment, Fatou ne perçut chez elle le moindre signe d'infériorité ou de contrainte liée à sa vie privée. En observant son travail, Fatou comprit que Néné représentait exactement l'inverse du stéréotype véhiculé par les médias internationaux. Loin d'être emprisonnée dans une relation archaïque,
Néné incarnait une nouvelle génération de femmes africaines libres, ambitieuses et totalement maîtresses de leur destin. À la fin de cet entretien, Fatou sentit une profonde remise en question. Son enquête avait commencé par des préjugés faciles, des conclusions trop rapides. Désormais, elle voyait clairement que chaque épouse du président était une femme libre. Ayant consciemment choisi sa vie, Fatou réalisa enfin que ce reportage allait bien au-delà d'une simple polémique. Il s'agissait désormais de raconter une vérité complexe et nuancée, loin des raccourcis habituels que le monde occidental semblait tant apprécier. Après ses rencontres troublantes avec les épouses du président Traoré, Fatou retourna à son hôtel profondément perturbé. Les récits entendus, les images observées. Tout ce qu'elle venait de vivre contrastait fortement avec la polémique internationale lancée initialement par la BBC, alors qu'elle préparait ses premières notes pour son reportage. Fatou reçut un appel inattendu. Une voix discrète et inquiète lui proposait une rencontre privée. Immédiate, dans un café éloigné du centre-ville. Intriguée, elle accepta le rendez-vous. Quelques instants plus tard, Fatou se retrouva face à un homme discret, aux traits fatigués. Il se présenta simplement comme ancien consultant auprès d'organisations internationales influentes. Au fil de la conversation, cet homme révéla une vérité choquante. La polémique médiatique visant Ibrahim Traoré n'était pas accidentelle. Il lui montra discrètement des emails confidentiels, des échanges explicites démontrant clairement que certains groupes politiques influents en Occident avaient délibérément encouragé cette campagne médiatique contre Traoré. L'objectif était clair: affaiblir l'image du jeune président, perçu comme trop indépendant, trop imprévisible. Ces groupes souhaitaient orienter l'opinion publique internationale contre lui, afin d'exercer des pressions politiques indirectes sur Burkina Faso. Fatou parcourut les emails. Abasourdi. Chaque phrase, chaque message constituait une preuve indéniable d'un scénario orchestré, d'une manipulation médiatique bien calculée, de retour dans sa chambre d'hôtel. Elle fixa longuement son écran d'ordinateur éteint. Les implications de cette découverte la bouleversaient profondément. Elle comprenait désormais que la polémique autour d'Ibrahim Traoré n'avait rien à voir avec ses choix personnels, ni avec une quelconque morale internationale. Il s'agissait tout simplement d'un jeu politique froid et cynique, mené loin des caméras et du grand public. Fatou réalisa soudain la gravité de sa mission journalistique. Elle ne pouvait plus simplement relater les faits attendus par ses supérieurs londoniens. Désormais, elle se trouvait face à un choix décisif. Soit elle révélait au monde cette vérité cachée, au risque de compromettre définitivement sa carrière au sein de la BBC, soit elle gardait le silence, cautionnant indirectement cette manipulation. Mais, au fond d'elle-même, Fatou connaissait déjà sa réponse. Elle avait consacré sa vie à la vérité. Cette vérité, désormais évidente, méritait d'être dévoilée au grand jour, quelles que soient les conséquences. Quelques minutes avant de lancer son direct, Fatou sentit son cœur s'accélérer. Elle savait parfaitement qu'elle jouait toute sa carrière sur cet acte audacieux. Elle respira profondément, les mains légèrement tremblantes. Elle murmura pour elle-même. « Si je ne dis rien, qui le fera ?» Fatou passa une nuit blanche, hantée par les révélations qu'elle venait d'obtenir. Elle savait parfaitement ce qu'impliquait son choix, la pression de ses supérieurs à Londres, les attentes de la BBC. Tout cela pesait lourd sur elle. Pourtant, au petit matin, sa décision était prise. Ce jour-là, sans prévenir personne. Fatou ouvrit un live improvisé sur ses réseaux sociaux. Sa voix tremblait légèrement au début,
Mais très vite, elle retrouva son assurance habituelle. Face caméra. Elle exposa avec calme et précision la vérité découverte. Fatou révéla toutes les manipulations médiatiques, les emails compromettants, la volonté politique cachée derrière cette affaire. Elle parla sans détour, avec la franchise brute d'une journaliste attachée à la vérité. Son message était simple mais percutant. L'histoire du président Ibrahim Traoré et de ses épouses n'était pas celle d'une pratique archaïque, mais celle de personnes libres, indépendantes, prises au piège d'une campagne orchestrée à l'étranger pour des raisons politiques. En quelques minutes, des milliers de spectateurs rejoignirent le live. Les commentaires affluaient en direct. Certains exprimaient leur choc, d'autres leur indignation. Le live devint rapidement viral, partagé massivement à travers les continents, à Londres, dans les bureaux de la BBC. Ce fut la stupeur. Personne n'avait anticipé une telle réaction de leur journaliste vedette. Les appels affolés se multiplièrent, mais Fatou resta injoignable, déterminé à livrer la vérité jusqu'au bout, à Burkina Faso. Pendant ce temps, la nouvelle se répandait à grande vitesse. Les habitants se réunissaient devant les écrans, fascinés par le courage de cette journaliste venue d'ailleurs, qui osait dénoncer publiquement les coulisses de cette polémique injuste. Fatou conclut son intervention avec une phrase claire, nette. Sans ambiguïté, elle annonça officiellement sa démission immédiate de la BBC, refusant de cautionner plus longtemps ses méthodes manipulatrices. Lorsqu'elle coupa enfin la diffusion, elle s'assit silencieusement, consciente des lourdes conséquences à venir. Mais, paradoxalement, elle éprouva une sensation profonde de paix intérieure, car elle venait de choisir sa conscience plutôt que sa carrière, la vérité plutôt que la facilité. À cet instant précis, Fatou savait que son acte allait redéfinir profondément la manière dont le monde regardait Ibrahim Traoré, ses épouses, mais aussi toute une région longtemps incomprise. La bataille médiatique avait changé de camp, après la révélation explosive de Fatou. Une onde de choc secoua les médias internationaux. En quelques heures, son live fut visionné par des millions de personnes, devenant la vidéo la plus discutée du moment. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Les journaux télévisés reprirent immédiatement l'information. À Londres, les dirigeants de la BBC convoquèrent une réunion d'urgence. L'atmosphère était tendue. Personne n'avait imaginé que leur reportage initial sur Ibrahim Traoré pouvait se retourner aussi violemment contre eux. Pris au piège par leur propre récit, ils décidèrent de publier une déclaration officielle pour tenter d'apaiser les tensions grandissantes. Mais le mal était fait. Les révélations de Fatou avaient profondément affecté la crédibilité du reportage initial, poussant des journalistes du monde entier à revoir leur position. Plusieurs éditorialistes reconnus publièrent des excuses publiques pour leur jugement trop hâtif à l'égard du président Traoré. Certains éditorialistes allèrent même jusqu'à inviter publiquement Ibrahim Traoré à des débats internationaux, reconnaissant ainsi leur propre précipitation et ouvrant une porte inattendue au dialogue interculturel. À Burkina Faso, cette prise de parole courageuse résonna particulièrement fort. La population célébra ouvertement Fatou, admirant sa force morale et son intégrité. Ibrahim Traoré, toujours silencieux, suivait les événements avec une discrète satisfaction, conscient que la vérité émergeait enfin au grand jour. En quelques jours, l'image d'Ibrahim Traoré se transforma radicalement, désormais perçu comme une victime d'une manipulation médiatique internationale. Il devenait progressivement un symbole puissant de résistance face aux préjugés occidentaux. La bataille médiatique prenait désormais une toute nouvelle dimension. Burkina Faso se préparait à une réponse forte et digne.
après l'onde de choc mondial provoquée par les révélations de Fatou. Le président Ibrahim Traoré resta volontairement silencieux pendant plusieurs jours. Aucune déclaration officielle n'émergea du palais présidentiel. Le monde entier attendait une réaction de sa part, une prise de parole, une justification quelconque. Mais Ibrahim choisit une stratégie complètement différente. Plutôt que de répondre par les mots, il décida d'organiser discrètement une conférence exceptionnelle à Burkina Faso, intitulée « Liberté de choix et respect culturel, perspectives africaines ». L'événement n'était pas conçu comme une défense personnelle, mais comme une plateforme ouverte, dédiée à l'écoute et à la compréhension mutuelle. Lors de cette conférence, les 4 épouses du président furent invitées à s'exprimer publiquement, non pour se justifier, mais pour partager leurs expériences et leurs perspectives personnelles. Aïcha évoqua calmement son combat quotidien pour l'éducation des jeunes filles. Mariam expliqua simplement les projets agricoles qu'elle développait avec passion. Salimata détailla les défis de santé publique auxquels elle faisait face chaque jour. Et Néné parla avec éloquence de la liberté artistique et du droit à choisir sa vie. Le public, composé de journalistes internationaux et de personnalités influentes, fut profondément marqué par ces témoignages sobres mais puissants. Chaque récit individuel brisait définitivement les clichés simplistes véhiculés auparavant. Sans colère, sans rancœur. Ces femmes offraient une réponse silencieuse, mais infiniment plus convaincante que n'importe quel discours officiel. Ibrahim Traoré, lui, observait l'événement depuis le fond de la salle, en retrait volontaire. Il voulait laisser à ces femmes l'espace nécessaire pour que leur voix authentique résonne clairement. Sa stratégie était limpide, plutôt que d'alimenter une polémique inutile. Il avait choisi de mettre en avant la vérité, simplement en laissant ceux qui vivaient cette réalité s'exprimer directement. À la sortie de la conférence, les journalistes étrangers, initialement venus pour couvrir un scandale politique, repartirent profondément transformés par ce qu'ils venaient d'entendre. Aucun d'entre eux ne pouvait ignorer désormais la complexité et la dignité des choix personnels vécus par ces femmes, en restant silencieux et en permettant à la vérité de s'imposer d'elle-même. Ibrahim Traoré avait choisi la voie de la sagesse. Sa réponse silencieuse, bien plus éloquente qu'un long discours, redéfinissait totalement les termes du débat international. Quelques jours après la conférence, Ibrahim Traoré accepta enfin une courte entrevue avec quelques journalistes internationaux triés sur le volet. L'entretien n'était très attendu, car le président n'avait jamais répondu directement à la polémique jusqu'à présent. L'ambiance dans la salle était solennelle. Ibrahim entra calmement, s'installa devant les micros sans précipitation, son visage calme, serein. Les journalistes, stylo en main, attendaient impatiemment le moindre signe de tension ou d'inconfort. Mais Ibrahim demeurait impassible. Une question directe fusa presque immédiatement. Comment gérait-il désormais les jugements internationaux sur ses choix personnels? Ibrahim regarda lentement autour de lui, sans colère ni amertume, avec un léger sourire. Il répondit simplement, « Je ne cherche ni approbation, ni admiration. Tout ce que je demande, c'est que l'on respecte la vérité telle qu'elle est vécue par ceux qui la vivent. Notre histoire ne peut pas être racontée par ceux qui ne prennent pas la peine de nous écouter. » Un silence profond s'installa dans la pièce. Les journalistes, habitués aux réponses politiques préparées,
restèrent déstabilisés par cette simplicité désarmante. Ibrahim ne justifiait rien, n'accusait personne. Il se contentait d'exprimer clairement la dignité d'une réalité vécue. À Burkina Faso, son message résonna puissamment dans le cœur de la population. Fatou Diarra, qui suivait la conférence depuis chez elle, comprit qu'Ibrahim avait remporté cette bataille médiatique sans jamais avoir eu besoin de combattre frontalement. Sa réponse avait été la vérité elle-même, en Occident. Les réactions changèrent peu à peu. Les éditoriaux critiques laissèrent progressivement place à des réflexions plus nuancées, plus respectueuses de la complexité culturelle et humaine. Le nom d'Ibrahim Traoré cessa d'être associé à une polémique stérile. Désormais, il symbolisait quelque chose de beaucoup plus profond, la résistance face au jugement hâtif, la liberté de choix. Et surtout, la capacité à rester fidèle à soi-même dans l'adversité. Quand la rencontre prit fin, Ibrahim se leva tranquillement, adressa un bref salut aux journalistes, puis quitta la pièce sans un mot de plus. Il n'avait plus rien à ajouter. Sa parole, comme sa vie, était désormais totalement claire pour ceux qui voulaient véritablement comprendre. Quelques semaines après cette déclaration, Fatou rentra brièvement au Mali. Lorsqu'elle retrouva sa famille, elle réalisa à quel point cette enquête l'avait changée profondément. Désormais, elle savait que la vérité n'était jamais simple et que chaque histoire méritait d'être écoutée jusqu'au bout. Ce jour-là, Ibrahim Traoré venait non seulement de répondre à ses détracteurs, mais aussi de redéfinir profondément ce que signifiait être un leader authentique, humain et résolument libre. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette histoire. Pensez à aimer la vidéo et à vous abonner pour découvrir d'autres contenus passionnants sur ma chaîne. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner pour d'autres histoires inspirantes de développement personnel et d'autonomisation.